Bonjour à toutes et à tous. Manifestement, ça arrive à tout le monde, même lorsqu'on a l'habitude. Merci à nouveau de nous retrouver. Je crois que cette fois-ci, mon micro est bien activé et qu'on va pouvoir donc commencer cette conversation. C'est le deuxième rendez-vous Wati virtuel de la semaine. Hier, nous étions sur cette même plateforme pour discuter d'emploi, d'économie et de formation professionnelle au Togo. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un tout autre sujet, mais en fait un sujet qui est englobant et on verra bien qu'il est absolument crucial pour tous les pays de la région et du continent africain. Donc, je suis Gilles Yabi du think tank citoyen Wati. Je voulais déjà à nouveau vous remercier pour votre intérêt pour les rendez-vous de Wati et vous dire que cet après-midi, alors évidemment, ça dépend du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, mais cet après-midi, en heure de Dakar et de la région ouest africaine, nous allons inaugurer un nouveau format de Wati, un format conversation, dialogue, qui répond aux mêmes besoins de partager des connaissances, des savoirs et de valoriser l'expertise africaine, ce qui est vraiment au cœur de la mission que le think tank citoyen Wati s'est donné. Au cœur de cette mission, c'est la génération d'idées, de savoir, le débat public sur toutes les questions d'intérêt général. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous allons avoir ce premier dialogue de Wati sous ce format. En réalité, nous avions déjà eu un dialogue l'année dernière avec l'ancien Premier ministre du Niger, Ibrahim Mayaki, qui dirigeait l'agence de développement de l'Union africaine, mais ce n'était pas tout à fait un format standardisé. Cette fois-ci, ça l'est et on aura beaucoup d'autres rendez-vous de cette nature au cours des prochains mois, aux côtés, bien sûr, de nos rendez-vous habituels, les tables rondes virtuelles avec plusieurs panélistes. Peut-être juste en introduction du thème de la conversation de cet après-midi, je voulais dire que le sujet dont nous allons parler, c'est celui des constitutions. Et en fait, derrière les constitutions, nous allons parler des institutions politiques en Afrique de manière générale, mais bien sûr avec un prisme particulier ouest-africain. Et parler des constitutions, ce n'est pas seulement parler des institutions politiques comme on pourrait le penser lorsqu'on suit les débats autour des constitutions dans la région. Parler des constitutions, c'est parler peut-être même d'abord de valeurs, de socles de valeurs, de principes autour desquels on organise une société, un pays, une communauté qui vit ensemble. Et donc, la constitution fixe réellement le cadre dans lequel agissent les citoyens sur un territoire donné. Et rien que pour ça, parce que la Constitution, c'est d'abord ce socle de valeurs et de principes, et parce que cela touche toutes les dimensions de la vie, ça veut dire qu'on ne peut pas estimer que le débat sur nos constitutions doit être réservé seulement aux experts de droit ou de droit constitutionnel. La position de Wati a toujours consisté à dire qu'il s'agit d'un sujet politique et d'un sujet donc sur lequel tous les citoyens sont fondés à s'exprimer, à participer à la discussion et à la réflexion collective. Et c'est le sens de la rencontre de cet après-midi. Je voudrais dire aussi que ce dialogue, nous avons décidé de l'organiser maintenant, même si notre invité en fait a produit le livre Concentratie depuis quelques années. Nous avons choisi de le faire maintenant parce que on est dans un moment avec plusieurs transitions post-coup d'État en Afrique de l'Ouest, Guinée, Burkina Faso, Mali. Mais en fait, au-delà de ces pays qui ont connu des coups d'État, la discussion sur des réformes constitutionnelles, l'élaboration de nouvelles constitutions, ce sont des discussions qui sont quasiment présentes partout dans l'espace de la CEDEAO, donc en Afrique de l'Ouest. Et donc aujourd'hui, puisque des pays se lancent, comme le Mali, dans l'élaboration d'une nouvelle constitution, sur quelle base est-ce que
ces constitutions doivent être établies? Est-ce qu'il faut rester dans le cadre habituel et faire quelques ajustements ou est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est pour ça que nous estimons que cette discussion est aujourd'hui particulièrement bienvenue. Et donc, l'invité de Wati pour inaugurer ces dialogues, c'est juste Kodjo. Alors, je vais voir si je réussis donc à faire défiler comme il faut les diaporamas. Et donc, je souhaite la bienvenue au docteur Juste Kodjo, donc, qui est aux États-Unis et qui va donc parler depuis les États-Unis cet après-midi. Le docteur Juste Kodjo est professeur de sécurité internationale, directeur du programme doctoral au département d'études de sécurité professionnelle à New Jersey City University. Il est titulaire d'un doctorat en relations internationales option sécurité, obtenu au Kansas State University. Et il a aussi enseigné dans d'autres universités américaines avant donc sa fonction actuelle. Et je signale également, et c'est important pour notre discussion, que le docteur Juste Kodjo est un ancien officier supérieur des forces armées béninoises. Il est titulaire d'un diplôme d'état-major et d'un certificat d'études stratégiques obtenu au Command and General Staff College aux États-Unis. Donc, c'est aussi un ancien officier qui ensuite a basculé dans le champ académique et en particulier dans la recherche sur les relations internationales et les questions de sécurité. Je signale enfin qu'il a aussi donc il est aussi le promoteur donc du modèle consancratie à travers lequel il propose un système politico-administratif fondé sur le consensus. Je crois que dans le consancratie, vous aurez compris que le consent fait référence au consensus. Et donc, sa proposition est destinée à assurer une meilleure gouvernance et une stabilité politique dans les pays africains. Et c'est vraiment ce qui va donc nous occuper cet après-midi. Donc, merci, Dr. Kodjo, d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation de Wati. Bonjour Gilles, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Et alors, ce que je propose, c'est qu'on commence cette conversation cet après-midi avec un diagnostic. Au fond, pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important de proposer un modèle alternatif au modèle politique que nous avons dans plusieurs pays de la région? Alors, vous êtes d'origine béninoise, donc j'imagine que ce qui vous a d'abord inspiré, c'est peut-être le fonctionnement politico-administratif du Bénin. Si c'est le cas, quels sont les points précis qui vous semblent être des points de dysfonctionnement et qui appellent justement à changer de modèle? Peut-être nous éclairer un peu sur ça et peut-être aussi donc sur votre propre parcours qui a abouti à cet intérêt pour cette question. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci à Wati d'avoir permis cet entretien qui, je crois, est fondamental, vous l'avez mentionné, surtout en ces périodes. En ce qui me concerne personnellement, je dois dire que ce qui a abouti à Consancratie, c'est en partie les observations que nous faisons tous de la malgouvernance, du mauvais fonctionnement de nos institutions, et puis, disons, surtout des conflits armés. Pour ma part, j'ai servi au Libéria en 2003-2004, donc j'ai vécu, disons, en direct les conséquences de la guerre civile en tant que jeune officier à l'époque. Et donc, ça m'a marqué fondamentalement. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces rébellions armées et faire en sorte qu'elles ne basculent en ces tragédies que nous connaissons à travers le continent. Donc, ça fait bientôt 20 ans que je me pose ces questions. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité donc de faire des études doctorales et j'ai choisi de me consacrer un peu à des recherches qui répondent à ces questions. La prévention des guerres civiles, des rébellions armées et des guerres civiles. Donc, j'ai commencé disons, mon voyage doctoral au Kansas State University, fondamentalement avec ce background.
Et en me basant sur les théories existantes en sciences politiques, j'en suis arrivé disons, monter un cadre théorique pour expliquer fondamentalement les causes des guerres civiles. Parce qu'en sciences politiques, vous ne pouvez pas faire de prescription au gouvernement si vous ne partez pas d'une étude claire, logique, scientifique. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire en me basant sur ou en cherchant à expliquer les causes des rébellions armées des guerres civiles. Et pour ceux qui sont du monde scientifique, vous comprenez que quand vous arrivez et que vous voulez, vous avez une nouvelle thèse disons, à défendre, vous devez faire en sorte qu'elle soit nouvelle, qu'elle puisse apporter quelque chose d'autre, qu'elle se distingue un peu de ce qui existe. Et donc, si vous permettez, je vais très rapidement présenter à ceux qui nous suivent et qui pourraient éventuellement être intéressés par le cadre théorique qui aboutit à la création de Concentraci, pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de propositions venues de moi, mais il s'agit de propositions venues d'un travail scientifique et logique. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des diapos que j'ai eu à utiliser par le passé à des conférences scientifiques, mais fondamentalement, vous voyez là à l'écran, disons, mon cadre théorique que j'ai proposé. En général, quand nous expliquons les guerres civiles, les gens disons, ils identifient des facteurs. Mais dans mon cas, je suis parti d'un cadre différent, à savoir qu'il y a des causes directes, mais il y a aussi des causes indirectes. Et donc, l'une des causes directes que j'ai défendues ou que je continue de défendre, c'est la mauvaise gouvernance, qui donc crée les conditions pour les rébellions armées et autres. Mais il faut aussi chercher à comprendre qu'est-ce qui, disons, fait le lit à la mauvaise gouvernance. Sinon, le travail n'aurait pas été complet pour expliquer les guerres civiles. Donc, c'est ça les causes indirectes. Et dans cette cause indirecte, vous allez voir, en fait, je mets l'accent sur les institutions politiques, mais aussi l'environnement socio-économique, sociologique, géopolitique du pays. Parce que c'est tout ça combiné qui va déterminer le type ou la qualité de gouvernance que nous aurons à travers la sélection des dirigeants. Et donc, en fonction du milieu sociologique, socio-économique, géopolitique, un même type d'institution politique pourrait produire des résultats différents en matière de gouvernance. Donc, c'est un peu ça le cadre théorique. Je pourrais revenir dessus en détail si des gens sont intéressés. Et je ne suis pas resté seulement sur le cadre théorique. J'ai collecté des données pour tester un peu mes hypothèses. Et je prends ici l'exemple de, disons, de ce que j'évalue entre la relation qui existe entre le multipartisme et la qualité de la gouvernance. Puisque le multipartisme, c'est une institution politique que nous avons à travers nos pays, qui existe aussi dans les pays occidentaux, développés et autres. Et donc, sur la base de ma théorie, je dis que le résultat que produiraient les systèmes multipartites varierait en fonction du milieu sociologique, socio-économique et géopolitique. Et comme vous voyez là à l'écran, en utilisant des données sur les guerres civiles et les données de la Banque mondiale de 1960 à 2007, vous voyez là que quand vous prenez l'impact des systèmes multipartites, effectivement, ils produisent une gouvernance de moindre qualité dans les pays pauvres. Alors qu'au fur et à mesure que la qualité de vie économique ou socio-économique évolue, vous voyez que l'impact des systèmes multipartites sur la gouvernance évolue aussi et devient positif. Donc, pour étayer un peu mon argument il ne suffit pas d'aller copier un système politique qui existe aux États-Unis et en France pour le mettre en place en Afrique et espérer la même qualité de gouvernance. Donc, ce même type disons, de système multipartite pourra produire une très bonne gouvernance dans les pays développés, mais pas aussi bonne gouvernance dans les pays moins développés. Donc, c'est essentiellement, disons, les résultats du test empirique que j'ai eu à produire. Et quand il s'agit de la guerre civile, vous voyez là aussi que lorsque vous mettez en place un système multipartite dans un pays pauvre, l'impact sur les guerres civiles est positif. Donc, les risques de guerre civile augmentent dans les pays pauvres. Mais au fur et à mesure que, disons, la qualité du développement ou le niveau de développement économique évolue, vous voyez que la même institution politique, notamment le multipartisme, réduit considérablement les risques de guerre civile. Donc, c'est là, en fait, quelque part,
disons, un élément important qu'il faut prendre en compte lorsque nous essayons de vouloir mettre en place les institutions. Et donc ça, je crois ce constat, pas seulement constat, mais plutôt cette démonstration scientifique que je viens de faire, a été fondamentalement la base de mes travaux sur Concentratie. Et donc, j'en suis arrivé à déduire que pour mettre en place des institutions politiques dans nos pays, il ne suffit pas de copier, de coller, mais plutôt il faut partir de l'environnement africain. En parlant de l'Afrique, il faut partir de l'environnement africain. Quels sont ces facteurs en Afrique qui peuvent en fait influencer le choix des dirigeants et donc, disons, la qualité de la gouvernance que ces dirigeants produiraient? Et en laissant de côté les éléments politiques, vous avez par exemple, je prends un exemple à tout hasard, le niveau socio-économique de l'électeur moyen africain. Il est à un tel niveau qu'on n'est pas sûr que s'il y a deux dirigeants qui viennent demander son vote, il y a un qui lui propose de lui, disons, de lui donner 50 000 francs, et un autre qui vient lui dire, moi, je vais construire de belles écoles, de belles routes. On n'est pas sûr que l'électeur va privilégier celui qui propose de construire des écoles, parce que son niveau socio-économique, que ce soit le niveau éducatif, que ce soit les besoins socio-économiques, tout ça, il va prendre tout ça en compte et faire un choix de ses dirigeants. Et le dirigeant, une fois au pouvoir, aussi va adopter des attitudes qui seront, disons, en phase avec ce choix que l'électeur a fait. Donc, c'est fondamentalement l'une des raisons, ça c'est un élément à tout hasard pour montrer que le même, disons, électeur en France ou aux États-Unis, face au même choix de 50 000 francs CFA et d'une école, ferait un choix différent, certainement en fonction d'autres variables. Donc, ça, c'est un élément du contexte africain qu'il faut prendre en compte. Et l'autre, c'est l'élément sociologique. Et ça aussi, je vais y arriver tout à l'heure. Dans le contexte africain, encore, en tout cas à nos jours, il y a un peu comme nous vénérons encore l'autorité. Nous ne sommes pas par nature aussi rebelles que le citoyen américain, par exemple, par rapport à l'autorité. Donc, dans ces deux contextes différents, si vous mettez en place, disons, par exemple, un système présidentiel, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce que le contexte où on vénère déjà l'autorité, vous mettez en place un système présidentiel où le président a tous les pouvoirs, la qualité de la gouvernance va être beaucoup plus tendancieuse et va produire, en fait, disons, une dictature, si vous le voulez. Parce qu'il n'y a pas dans l'environnement suffisamment d'engouement pour aller contre l'autorité. Alors qu'aux États-Unis, vous pouvez mettre en place la même règle, la même institution et avoir des résultats différents parce que l'environnement sociologique est différent. Et donc, c'est la même chose pour, disons, l'environnement géopolitique et bien d'autres facteurs. Donc, c'est tout ça que je prends en compte pour en arriver à créer Concentratie. Et comme je dis, on pourra toujours aller dans plus de détails si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Peut-être juste de manière un peu plus concrète, je dirais, de ce que vous observez sur les pratiques politiques réelles, la gouvernance au quotidien, je dirais, des États de la région. Qu'est-ce qui est le plus problématique? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment très mal et qui a des conséquences sur le progrès économique et social des pays concernés? Je crois que parmi les facteurs que j'ai cités un peu plus tôt, il y en a qui sont liés à l'environnement qui ne changeront pas du jour au lendemain. Il y a un facteur que nous changeons régulièrement, ce sont les institutions politiques, notamment le modèle de la démocratie électorale. Dans le contexte qui est le nôtre, la mise en œuvre de ce modèle-là, sans certains garde-fous, fait qu'il est difficile à des dirigeants de qualité d'être élus et donc de mettre en œuvre des politiques d'État de qualité. Plutôt, la mise en œuvre des modèles de démocratie électorale dans le contexte actuel, comme j'ai dit, sans certains garde-fous, fait le lit ou encourage l'élection ou l'arrivée au pouvoir de dirigeants qui, viennent au pouvoir en se liant les mains, pour le décrire en termes terre à terre, parce qu'il faut bien aller faire allégeance à un certain nombre de centres de pouvoir pour avoir les moyens de la politique électorale. Et deux,
il faut aussi pouvoir convaincre des électeurs qui sont vraiment dans des besoins, ils ne sont pas du tout à l'abri de besoins. Il faut aussi les convaincre et généralement, ça se passe aussi à travers, disons, des dons matériels, à travers la mise en œuvre d'une politique matérialiste, si vous voulez. Et donc, tout ça, en fait, après, complique la gouvernance du dirigeant qui arrive au pouvoir dans ces conditions. Parce qu'il est redevable à ceux-là qui lui ont permis d'avoir les moyens financiers pour pouvoir assurer l'élection. Il est aussi redevable à tous ceux-là qui lui ont permis de passer le cap électoral, pas seulement en matière financière, mais aussi pouvoir être sur le terrain. Donc, disons, les cadres politiques à qui il se doit redevable. Et donc, une fois au pouvoir, les moyens d'État deviennent l'instrument qu'il va utiliser pour payer ses dettes en priorité. Et s'il ne le fait pas, et donc, il ne pourra pas gouverner, disons, en paix. Et ça s'observe dans presque tous les pays qui ont adopté ce type de modèle, que j'appelle généralement les modèles d'hommes forts. Je vais peut-être expliquer très rapidement ce que j'entends par là. Si vous voyez dans la plupart de nos pays africains, vous verrez qu'on a mis en place le système présidentiel ou semi-présidentiel. Et ce système, généralement, pour être élu, dans la réalité, le candidat doit disposer de plusieurs milliards de francs CFA, ou les autres qui n'utilisent pas le CFA, en tout cas de beaucoup d'argent. Et il doit aussi avoir une base solide en matière électorale. Donc, s'il n'est pas issu d'un grand parti, il faut pouvoir intéresser et convaincre un grand nombre d'acteurs politiques qui pourront porter son message et tout ça. Donc, ça, c'est les exigences du système présidentiel. Généralement, l'élection au suffrage universel. Et l'autre chose aussi, c'est que nos systèmes accordent presque tous les pouvoirs à celui qui est élu, au président de la République, quand il est élu. Alors, s'il est élu dans des conditions où il est redevable à beaucoup de gens et que vous lui accordez ensuite tous les pouvoirs, il va utiliser ces pouvoirs justement en priorité, payer ses dettes, intéresser ceux qui vont pouvoir garantir sa survie en politique. Donc, à mon avis, c'est à ce niveau qu'il faut vraiment mettre l'accent. Les conditions qui permettent la sélection des dirigeants et qui permettent, disons, la veille citoyenne pendant leur période de gouvernance. Que ce soit au plan de la recherche ou au plan empirique, à mon avis, je crois qu'on peut être tous d'accord qu'il y a un grand problème à ce niveau. Le reste, la qualité de la gouvernance pendant que le dirigeant est au pouvoir, ça va dépendre d'autres facteurs qu'il faut mettre en place. Mais là aussi, comme je l'ai dit dans l'un de mes articles, vous ne pouvez pas avoir une veille citoyenne, par exemple une presse de qualité, disons des ONG de qualité qui font la veille. Si vous êtes dans un environnement socio-économique pauvre où tout le monde est à la recherche du bien quotidien et où le dirigeant a tout le pouvoir et peut intéresser qui il veut, sélectionner qui il veut et qui ne veut pas. Donc, à mon avis, hein, c'est toujours là, que ce soit dans l'observation empirique ou dans la recherche, c'est à ce niveau que se situe le grand problème pour les pays africains. Merci beaucoup, Dr. Kodjo. Je pense que on voit bien, hein, vous mettez le doigt sur les problèmes induits par la démocratie électorale, hein, tout ce que ça implique en termes de mobilisation de ressources et en termes effectivement de redevabilité une fois qu'on est élu. On imagine bien, même si vous n'avez pas décrit tous les effets que ça peut avoir sur la neutralité, notamment de l'administration publique et sur l'utilisation des ressources publiques de manière générale, les contrats également attribués à des opérateurs économiques. On peut voir toute une palette de conséquences possibles négatives liées à ce besoin de se faire élire, notamment au suffrage universel. Donc, je crois qu'on va y revenir lorsqu'on va examiner les piliers justement du modèle alternatif que vous proposez et je vais justement vous amener directement sur ce modèle en signalant déjà que on mettra, je pense que les collègues mettront le lien tout à l'heure aussi vers l'article et vers les publications en plusieurs parties de votre article sur la consacration dans le cadre des transitions politiques en cours qui sont maintenant sur le site de Wattie. Nous avons publié les 2 premières parties aujourd'hui.
Et donc, vous pourrez, les participants pourront avoir des détails également, cette fois-ci en version écrite. Justement, sur les piliers du modèle, est-ce que vous pourrez maintenant peut-être nous présenter les différents piliers donc, de votre modèle de consyncratie, celui que vous proposez, et en montrant dans quelle mesure ces piliers, individuellement et collectivement, lorsqu'on les examine ensemble, permettent de répondre finalement au diagnostic que vous avez posé. Alors, avant d'y aller, je vais être, quand vous êtes dans la recherche, vous êtes toujours obligé d'être aussi précis que possible. Alors, je voudrais avant tout dire ici que consyncratie, les prédictions que je fais par rapport au modèle, c'est par rapport à des issues bien précises. En premier, améliorer la qualité de la gouvernance. Ça, c'est le premier impact que recherche consyncratie. Et le deuxième, c'est réduire les risques disons, de la violence politique, que ce soit les rébellions armées, les coups d'État, les insurrections armées, les guerres civiles. Donc, c'est fondamentalement à ce niveau. Ceux qui sont préoccupés par les questions de développement économique, ça c'est un autre débat que je ne suis pas nécessairement, je ne fais pas de prédiction précise par rapport à cette issue ou disons au phénomène du développement économique. Donc, cela dit, consyncratie à 5 piliers. Je vais les citer très rapidement et puis après, on pourra aller dans les détails. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle le consensus, un consensus national sur les priorités de politique publique. Et comme j'ai dit, je vais détailler tout à l'heure. Le deuxième pilier, c'est un système où vous avez, qui permet de produire, disons, des partis politiques nationaux inclusifs. Le terme inclusif, je vais aussi expliquer tout à l'heure. Le troisième pilier, c'est un système à parti dominant. Disons, contrairement au statu quo actuel où vous avez de petits partis qui règnent et qui gouvernent sur la base de coalitions momentanées ou sporadiques. Et ensuite, le quatrième pilier, c'est un système parlementaire, contrairement au statu quo actuel qui est le système présidentiel ou le système semi-présidentiel. Et le cinquième pilier, c'est un organe suprême de régulation de la politique au niveau des États. Et là aussi, je vais expliquer tout à l'heure. Donc, ces 5 piliers, comme j'ai dit, vous avez dit individuellement et de façon combinée, sont destinés à améliorer la qualité de la gouvernance, mais aussi à réduire les risques de violence politique, notamment les coups d'État, les rébellions armées et tout le reste. Cela dit, si vous permettez, je vais commencer peut-être par le tout premier pilier, disons le consensus sur les priorités de politique publique. L'une des erreurs que nous commettons, que en tout cas les pays africains et bien d'autres pays commettent, c'est de croire que tout le monde a les mêmes préférences dans une société. Nous n'avons pas tous les mêmes préférences. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que les moyens à mettre en œuvre pour justement mettre en place des politiques ne sont pas illimités, les moyens sont limités. Et donc, forcément, dans un environnement comme dans les pays africains, il y a une pléthore de choses à faire. Mais les moyens ne permettent pas de tout couvrir pour avoir les résultats escomptés. Donc, il faut faire des choix politiques. Et à ce jour, le statu quo, c'est que nous laissons aux politiques le choix disons, d'identifier ce qui lui paraît prioritaire et tout. Ça, c'est ce qui se fait ailleurs. Mais dans notre contexte, puisqu'il y a tellement de choses à faire et que nous avons tous des préférences différentes, je pense qu'il est logique d'avoir au départ un consensus national sur ce que j'appelle les grandes priorités. Si, par exemple, une société définit que sur 25 ans, la priorité, c'est l'éducation, la priorité, c'est peut-être de bâtir une administration publique de qualité, et peut-être une troisième priorité. Et donc, tous les gouvernements qui se succèdent pendant 25 ans sont tenus donc de respecter les quotas qui doivent être alloués à ces priorités et pourra avoir ensuite le choix des autres secteurs où il faut investir. Autrement, quand ça ne se fait pas, donc vous assistez à ce que nous observons aujourd'hui où les dirigeants, pour des buts politiques, sont obligés de faire du saupoudrage. Donc, ils vont être tentés de mettre un peu de ressources dans presque tous les secteurs, alors que tous les secteurs ne sont pas égaux. Et s'il n'y a pas un consensus national et que vous privilégiez le secteur du sport au détriment du secteur éducatif, vous allez vous faire des ennemis. Et donc, du coup, les dirigeants sont tentés de faire du saupoudrage.
Ça, c'est le premier élément très important que nous ne prenons pas en compte. Maintenant, dans la mise en œuvre, j'ai proposé comment ça peut se faire dans l'article et, disons, comment obtenir ce consensus, on pourra toujours y arriver. Le deuxième pilier donc, du modèle, ce sont les partis politiques inclusifs. Le statu quo, c'est-à-dire ce qui se fait de façon habituelle en Afrique, c'est que nous mettons en place des règles électorales sans savoir que ces règles électorales, en fait, produiront, disons, auront des effets sur la nature des partis politiques que nous aurons dans le pays. Ça, c'est purement technique. Il faut être, disons, il faut avoir fait la politique comparée, ou tout au moins être familier avec la recherche en matière de politique comparée, pour comprendre que, disons, la mise en œuvre d'un certain type de règles électorales a nécessairement des conséquences sur la configuration des partis politiques. Et donc, ce que Concentratie propose, c'est de faire en sorte que dans chaque parti, qu'il y ait une inclusion au départ. Et contrairement à ce que nous observons aujourd'hui, vous prenez dans la plupart des pays francophones, les partis ont toujours une base régionale et pas nécessairement nationale. Et donc, dans Concentratie, je propose désormais d'avoir des élections à 2 tours, des élections parlementaires à 2 tours. Lorsque vous avez des élections législatives à 2 tours, vous mettez en place une règle, une simple règle, qui dit que pour aller au second tour, il faut avoir au premier tour obtenu des sièges dans les grandes régions du pays. Et donc, du coup, vous éliminez des partis qui ne sont pas nationaux, qui n'ont pas une envergure nationale. Ils ne pourront pas aller au second tour et donc n'auront pas de siège au Parlement. Et dans le temps, lorsque, à force d'aller à des élections et que vous êtes recalé, comme on dit chez nous, au premier tour, ces petits partis finiront par disparaître ou alors aller intégrer les grands partis. Et c'est ainsi que vous formez des grands blocs inclusifs. Inclusif parce que le dirigeant du parti, c'est qu'il ne peut pas être au pouvoir s'il n'a pas des élus un peu partout dans le pays. Donc, celui du Sud, l'homme du Sud qui dirige un parti, il va tout faire pour inclure les dirigeants du Nord et les soutenir pour qu'ils puissent être élus au Nord. C'est ainsi que vous créez à la base des organisations politiques inclusives, sans que quelqu'un le leur exige, sans que quelqu'un le leur demande, ça devient spontané parce que ça fait partie de la règle du jeu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelque part sur le continent. Le Bénin a récemment essayé de mimiquer, après Concentratie, le taux de 10%. Ça pourrait marcher, mais là aussi, il y a de petites réserves. Je pourrais aborder ça un peu plus tard dans les questions. Le troisième élément, c'est ce que j'appelle un système à parti dominant. En sciences politiques, nous le distinguons des partis uniques. Il ne s'agit pas de parti unique, mais il s'agit de système à parti dominant. Les exemples en Afrique actuellement, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Botswana, ou en Afrique du Sud, depuis Mandela jusqu'à aujourd'hui, c'est le même parti, l'ANC, qui est au pouvoir, bien qu'il y ait d'autres partis dans le pays, et personne ne l'a décrété. Mais ce sont les règles électorales qui favorisent l'émergence et, disons, la survie d'un parti dans le temps. Et c'est le cas du Botswana aussi, qui, depuis 1966, à l'indépendance jusqu'à ce jour, est dirigé par le même parti, même s'il y a d'autres alternatives dans le pays. Donc, c'est ça le système à parti dominant. Et ça peut s'obtenir aussi à travers la mise en place de règles électorales qui favorisent justement ce phénomène. Un exemple, comme on peut le voir à travers les deux tours aux élections législatives dont je parlais tantôt, il suffit, pendant le deuxième tour, au lieu de faire la répartition des sièges de façon proportionnelle, il faut le faire de façon majoritaire, un peu comme on dit dans le jargon de sciences politiques, le gagnant rafle tout. Donc, celui qui va au second tour dans une circonscription et qui a la majorité des voix, s'il y a 3 sièges qui restent à distribuer, il rafle tout. Et donc, ainsi, à la fin du deuxième tour, vous avez de fortes probabilités qu'un parti domine, disons, l'élection et donc puisse avoir la majorité des voix pour diriger le Parlement et éventuellement le pays. Donc, ça, c'est le système à parti dominant. Le quatrième, c'est le système parlementaire qui, contrairement au système présidentiel en vigueur, ou au système semi-présidentiel en vigueur, est aussi un système qui favorise le consensus. Parce qu'à travers le système parlementaire,
le dirigeant exécutif, le Premier ministre, ou un peu comme au Botswana ou en Afrique du Sud, c'est le président toujours, il est un peu lié par les membres de son parti ou les membres de sa majorité présidentielle. Quand vous comparez ça à l'existant, c'est-à-dire au statu quo aujourd'hui, c'est plutôt les autres qui sont au service d'un homme. C'est-à-dire que le président qui a réussi à se faire élire, c'est lui qui forme sa coalition et donc il les domine. Ceux qui ne sont pas avec lui ne sont pas sûrs de survivre en politique. Alors que dans les systèmes parlementaires, vous avez vu le cas de Jacob Zuma en Afrique du Sud, ça a été possible parce que le système parlementaire fait, disons, de la majorité présidentielle un élément un peu plus puissant que l'individu. Donc, le groupe peut arriver à, disons, influer sur certaines décisions de l'individu président. Et le cinquième pilier, donc ça c'est le plus important de toute la structure de concentration, c'est un organe suprême de régulation politique. Dans le contexte africain, où, comme j'ai dit, tout est à rebâtir, où les ressources ne sont pas illimitées, la compétition est vraiment féroce. Elle est féroce dans tous les pays démocratiques, mais encore plus féroce dans notre contexte. Et donc, du coup, dans un tel contexte, il faut arriver à trouver le moyen de réguler la politique de sorte à éviter ou réduire les abus du pouvoir politique. Et donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, et vous l'avez renforcé aussi, le président qui est élu ou les politiques qui sont élus ont tendance à utiliser les ressources de l'État, y compris l'administration publique, à des fins politiques. Et ça, si vous n'avez pas un organe apolitique capable de freiner cela, ça veut dire que vous n'aurez pas vraiment réglé les problèmes. Et comme nous voyons même les institutions que nous avons, comme la Cour constitutionnelle, peut-être même la Cour de compte dans certains pays, tant que les membres de ces institutions sont choisis exclusivement par le politique, vous n'aurez pas fait de grands changements. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un organe qui va être un peu, qui va jouer de service d'équilibre dans la sélection des éléments ou des membres des organes publics et dans le choix de certaines grandes politiques d'État et aussi dans l'allocation des ressources. Tant que tous ces pouvoirs, disons, relèvent du politique essentiellement, il y aura toujours des difficultés. Et donc, c'est pour, disons, réduire ces difficultés que Concentraci propose la mise en place d'un organe suprême de régulation choisi par consensus national et pour une durée de vie, disons, comme on dit généralement chez nous, à vie, choisi à vie, un peu comme, par exemple, les juges aux États-Unis, les juges fédéraux. Aux États-Unis, les 9 membres de la Cour suprême, mais aussi les centaines de juges fédéraux sont choisis à vie. Et c'est ça qui permet, en fait, de créer un certain équilibre dans le temps. Ça aussi, on peut en débattre lors des questions et tout, mais c'est un élément institutionnel important aux États-Unis dont nous ne parlons pas beaucoup dans nos pays, parce que nous disons que, écoutez, donner des pouvoirs à quelqu'un à vie, c'est essentiellement voilà, antidémocratique, mais le pays que nous considérons peut-être le plus démocratique a mis ça en place pour son système judiciaire depuis plus de 200 ans et ça marche fondamentalement bien. Donc, il est important de tirer le leçon de tout ça, mais aussi d'en débattre dans le contexte africain. Donc, voilà un peu les 5 piliers de Concentraci. On pourra toujours aller dans certains. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair et qu'on voit chaque élément effectivement individuellement, mais aussi la cohérence ensemble, les choix clairs, par exemple, au niveau du système parlementaire et du système de partis dominants, la volonté donc d'éviter l'émiettement et de forcer d'une certaine manière le consensus, la discussion entre des partis dans le cadre justement parlementaire. Alors, je vais revenir quasiment point par point, peut-être avec quelques questions. Premièrement, sur les politiques publiques, sur le consensus sur les politiques publiques, c'est un élément, je pense, extrêmement important parce que là, on a un lien vraiment entre le modèle et la gouvernance qui doit être efficace au service des populations.
Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on construit ce consensus? On fait des conférences nationales régulières ou quelle est la modalité opérationnalisation de ce consensus? Alors, c'est une question très pertinente qui me revient souvent et je dois dire que je n'ai pas une réponse précise qui peut s'adapter à tous les pays. Ça va être fonction du contexte de chaque pays. Il y a, par exemple, des pays comme le Mali, le Burkina, la Guinée, qui sont dans une situation où ils souhaitent prendre un nouveau départ. Donc, pour eux, ça aurait été l'opportunité de prendre peut-être, j'ai appelé ça, disons, quelques mois, 3 à 6 mois, pour faire un dialogue national qui puisse aboutir ensuite à une conférence nationale pour valider les décisions du dialogue qui aurait eu lieu au niveau décentralisé. Et donc, c'est à travers ce dialogue à deux niveaux, donc un au niveau décentralisé et ensuite un au niveau national, qu'on peut dégager des priorités. Donc, dans un contexte comme le leur, par exemple, ou même un peu comme si vous avez un candidat élu sur la base de consécratie, clairement, son programme, les 6 premiers mois, devrait servir à construire ce consensus. Et donc, le consensus part de la base, dans disons, les unités, les plus petites unités de la société, les villages. Ensuite, ça remonte jusqu'au niveau national. Ça, je crois, le Mali a expérimenté d'une manière ou d'une autre dernièrement, mais pas aussi structuré ou aussi formel que Consécratie le propose. Dans les autres pays qui souhaitent expérimenter Consécratie à travers une élection ou à travers ce que j'appelle des opportunités naturelles qui surviennent, il est important de garder à l'esprit que ça ne peut pas se faire de façon, disons, en un mois, en quelques semaines. Donc, ça se prépare, il faut plusieurs mois. Les conférences nationales qu'on a observées en 90, disons, à la fin de la guerre froide, peuvent donner quelque part des idées sur comment organiser ces types de dialogues, mais ça, c'est seulement le niveau national. Ce que Consécratie propose, c'est beaucoup plus décentralisé. Il faut partir de la base, de sorte que les communes, vous prenez par exemple dans la plupart des pays africains, le maire d'une commune, il faut qu'il sache un peu les préférences ou les priorités que disons, ceux qui le sélectionnent souhaitent avoir. Et ces priorités peuvent s'étendre sur 1, 2, 3 décennies, puisque c'est dans le temps. Et donc, comme je dis, c'est difficile de prescrire un type de mise en place pour chaque pays. Ça va être en fonction du contexte. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut que ça se fasse dans le temps, sur une période relativement longue. Quand je dis relativement longue, bon, plusieurs mois, et que ça doit prendre en compte les préférences des électeurs déjà à la base et ensuite remonter au niveau national. Dans l'article, j'ai essayé de décrire un peu plus en détail comment ça pourrait se faire dans le contexte des pays comme le Mali, le Burkina ou la Guinée actuelle. Merci beaucoup. En fait, juste pour que tout le monde comprenne bien, ça voudrait dire que cette élaboration des priorités de politique publique ne se fait pas essentiellement par le choix au sein du Parlement. Ça se fait en dehors du Parlement, en incluant l'ensemble de la société. Exactement. Puisqu'il s'agit de priorités qui vont engager des gouvernements successifs sur plusieurs décennies. Donc, l'idéal aurait été que ce dialogue national de 6 mois qui prend en compte les préférences des gens par village, par commune et ensuite par département et ensuite au niveau national, soit validé à la fin par, disons, une conférence nationale. Et ensuite, l'autre élément qui est important aussi, c'est le rôle de l'organe suprême de régulation, l'OSR dont on a parlé, parce que quand vous avez mis en place les priorités, il faut bien quelqu'un pour veiller à leur mise en œuvre, puisqu'on a dit c'est sur plusieurs décennies. Et donc, si par décennie, vous avez un gouvernement, le deuxième gouvernement qui vient la décennie d'après pourrait dire, écoutez, moi, je me sens pas lié. Donc, il faut quelqu'un pour être là durant tout ce temps pour dire non, écoutez, ce sont des priorités nationales que nous avons définies par consensus sur les 30-50 prochaines années, donc vous êtes tenu par ça. Et là aussi, comme j'ai dit,
C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut que les membres de l'OSCA soient choisis pour un mandat à vie, parce que là, ils ne dépendent plus du politique qui vient après 10 ans. Donc, celui qui est élu après 10 ans après le consensus national, il sait qu'il ne peut pas limoger les membres de l'OSCA, il sait qu'il ne peut pas en nommer d'autres. Donc, disons qu'il se soumettra un peu aux décisions nationales, aux décisions consensuelles qui ont été prises, parce qu'il sait que, écoutez, de toute façon, cet organe est là à vie, puis bon, il ne pourra pas les remplacer quand il voudra. Donc, ça aussi, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte dans la définition de ce premier pilier. Comme vous avez dit, tout est lié. Et donc, j'espère que ceux qui nous suivent percevront un peu cette interrelation-là entre les différents piliers. Merci beaucoup, oui, c'est très clair. Alors, deuxième point sur le système parlementaire et de manière générale, le rôle des partis politiques et le fait de vouloir donc les pousser à être plus concentrés et inclusifs. Vous avez souligné vous-même hein, la tentative peut-être d'y arriver au Bénin avec un critère de 10% assez élevé pour que les partis puissent être représentés à l'Assemblée nationale. Il y a des pays qui ont ce type de système. Est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne? Ça, c'est peut-être déjà une première question. Et la deuxième, plus substantielle, c'est les risques qui sont liés au système parlementaire. Un bon exemple aujourd'hui, c'est la Tunisie, où on a eu tout un travail sérieux d'élaboration d'une nouvelle constitution, justement pour casser la concentration des pouvoirs après Zine El Abidine Ben Ali. Et finalement, on revient avec un président qui change la constitution, qui vient de faire voter donc, la nouvelle constitution par référendum, avec un retour très clair à la concentration des pouvoirs et un système présidentialiste très, très fort. Et en mettant en avant le fait que le système parlementaire induit des blocages et que ça n'a pas permis au pays d'avancer. Quelle est votre réflexion? Comment est-ce que vous regardez quand même aussi ce débat? Débat très pertinent, puisque là, il est fondé sur les observations empiriques qui existent. Sauf que Concentratie tire leçon de ces malfonctionnements, justement pour proposer quelque chose d'autre. Et ce qu'il faut garder à l'esprit quand il s'agit de Concentratie, c'est que les éléments sont liés, on l'a dit tout à l'heure, on va continuer à insister dessus. Les éléments sont liés. Si vous mettez en œuvre le système parlementaire de façon isolée, vous aurez des cas comme la Tunisie. Si vous le mettez en œuvre ensemble avec les autres institutions de Concentratie, les autres piliers de Concentratie, vous ne pourrez pas aboutir à un cas comme la Tunisie. Parce que vous auriez eu, dans un premier temps, l'OSR, donc l'organe suprême de régulation, qui a les moyens de sa politique pour pouvoir, disons, régler les questions de crise politique, les abus de pouvoir et un certain nombre de choses. C'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est que quand vous mettez le système parlementaire dans le contexte de Concentratie, il y a les autres garde-fous aussi, notamment l'exigence pour les acteurs du parti d'être cohésifs. Parce que s'il n'y a pas cette cohésion interne, ils ne pourront pas être élus au Parlement. Si un parti est divisé et n'arrive pas à obtenir des sièges au premier tour dans les grandes régions du pays, il ne pourra pas être au Parlement. Donc, cette exigence que vous n'avez pas dans le cas de la Tunisie, par exemple, et dans le cas des autres systèmes parlementaires, est fondamentale parce que ça incite à la cohésion du groupe. Ça réduit les risques de division, les risques de polarité ou de polarisation. Donc, ça, c'est aussi un élément important qui, dans le cas de la Tunisie, aurait aidé à atténuer un peu les extrêmes qu'on a vus. Donc, il y a bien d'autres éléments que je pourrais citer, mais ce sont là quelques exemples pour vous dire, en fait, le système pris ensemble, le système Concentratie pris ensemble, en fait, les éléments se renforcent les uns les autres. De façon isolée, ils pourraient ne pas être aussi efficaces, comme on le voit à travers les cas que vous avez cités. Et puis, pour dire, il y a toujours, à chaque difficulté institutionnelle, il y a généralement toujours une solution institutionnelle. Prenez le cas toujours du système parlementaire, le cas de l'Allemagne. Face à d'autres pays comme l'Italie ou la Belgique, où il y a une certaine instabilité, alors qu'en Allemagne, on a observé une stabilité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette stabilité qui n'existait pas dans le système parlementaire allemand avant la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, il a fallu introduire une petite règle qui ait renforcé un peu la stabilité du système parlementaire. Et cette règle que les autres pays n'ont pas adoptée, c'est quoi? C'est qu'avant, quand il s'agit du vote de défiance ou du vote de confiance et tout, l'Allemagne dit, avant que le vote n'ait lieu, il faut que vous puissiez vous être entendu pour désigner le successeur du Premier ministre. Et donc, la difficulté à trouver un successeur, déjà, disons, prévient les cas de vote de défiance. Parce que tant que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la défiance. Donc, ça crée une certaine stabilité. C'est pour dire qu'il y a toujours des solutions. La question, c'est est-ce que nous sommes suffisamment, je ne dirais pas intelligents, mais est-ce que nous sommes suffisamment créatifs et est-ce que nous avons la volonté de prendre le temps de réfléchir en profondeur pour trouver les solutions institutionnelles? Parce qu'il y en a toujours. Merci beaucoup. Ce que vous dites là, c'est exactement ce qu'on pense. Et effectivement, je crois que le plus important, ce n'est pas nécessairement d'avoir dans un modèle l'ensemble des solutions, mais c'est de rechercher effectivement toutes les solutions aux problèmes qu'on peut anticiper si on prend le temps de la réflexion et de l'observation des pratiques politiques un peu partout. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant de le dire à ce moment précis où on se lance à nouveau dans beaucoup de pays dans des travaux de préparation de la Constitution sans nécessairement sembler prendre le temps de réfléchir de manière plus approfondie et à ces différentes solutions. Alors, je passe à l'organe suprême de régulation, je pense qu'il joue un rôle clé dans le modèle que vous proposez. Alors, évidemment, les attributions de cet organe, d'abord, font penser tout de suite, vous l'avez dit aussi un peu, à la Cour constitutionnelle ou à l'équivalent, les juridictions constitutionnelles qui existent quand même dans tous les pays, soit ce sont des cours constitutionnels, soit ce sont des conseils constitutionnels, comme c'est le cas au Sénégal et en Côte d'Ivoire, cours comme c'est le cas au Bénin, des cours suprêmes dans les pays anglophones. Quelle est la différence fondamentale entre ce que vous proposez, cet organe de régulation, et une Cour constitutionnelle qui a aussi donc ce volet un peu régulation des activités politiques et même de l'État? Alors déjà, la première différence qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'OSCR tel que proposé ici se charge de réguler la politique et la gestion de l'administration publique. C'est essentiellement les deux disons, secteurs de la vie publique dont s'occupe l'OSCR. Alors que les cours constitutionnels, vous avez dû remarquer, dans beaucoup de pays, il y a des cas où la Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Alors, si l'organe suprême, le plus haut organe du pays se déclare incompétent face à une situation de crise dans le pays, qui s'en préoccuperait finalement? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc, dans ce que je propose là, dans Concentratie, c'est un organe qui ne s'occupe pas des questions juridiques, parce que ça, question de droit, ça va relever donc des cours constitutionnels ou les autres dénominations qu'on leur connaît. Mais il y a des questions qui ne relèvent pas du droit, mais qui ont une importance capitale pour la vie publique. Et donc, ces questions sont généralement d'ordre politique ou d'ordre administratif. Donc, du coup, en mettant en place un tel organe pour, s'assurer que les règles politiques que nous avons définies sont respectées dans le temps, sans que celui qui est arrivé au pouvoir à partir de ces règles ait, disons, le pouvoir de s'imposer à tout le monde. Donc, il vient, bien sûr, il a son champ d'action, mais il y a des domaines où il faut qu'il recherche le consentement de ces membres-là de l'OSCR qui sont là à vie et dont la survie, disons, dans le rôle, dans la fonction, ne dépend pas du politique. Et donc, ça, c'est important. Vous n'avez pas ce cas avec les cours constitutionnels. Vous avez aujourd'hui des systèmes où c'est le politique qui nomme les membres de la Cour constitutionnelle pour la plupart des pays d'Afrique. Donc, il y a un principe fondamental en sciences politiques. Celui qui vous nomme et qui a le pouvoir de vous limoger, en fait, il vous contrôle. Et donc, si le politique, que ce soit les membres du Parlement ou le président et ou les deux ensemble, si ils ont le pouvoir de nommer et de limoger les membres de la Cour constitutionnelle, quelque part, ils ont un moyen de contrôle sur eux. Et deux, si c'est à eux que revient le droit
de décider de combien de ressources, de quelles ressources on peut allouer à la Cour constitutionnelle, là aussi, ils ont un second instrument de contrôle sur la Cour constitutionnelle. Et donc, ce que je propose à travers la mise en place de l'OSCA, c'est de dire que ces deux instruments sont trop importants pour qu'on les laisse dans les mains des politiques élus seuls. Parce qu'autrement, ils vont les utiliser pour la compétition politique. Et donc, il faut un organe, un tiers, qui ne prend pas part à la compétition politique et qui puisse aussi jouer un rôle dans la désignation de tous ces membres-là et aussi dans l'allocation de leurs ressources pour que ces deux instruments ne soient pas politisés. Et donc, c'est aussi là une différence qu'on peut mettre en exergue quand il s'agit de l'OSCA et des cours constitutionnels. Il y a certainement bien d'autres, peut-être à travers les questions, on pourra revenir dessus. Oui, tout à fait. Mais on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, peut-être dans le modèle, justement, la justice également et peut-être des réformes qu'il faudrait introduire dans ce domaine-là, y compris au niveau des juridictions constitutionnelles. Est-ce qu'il ne faudrait pas un sixième pilier? Parce qu'on considère dans beaucoup de pays, vous avez rappelé au tout début de cette conversation, la motivation qui consistait aussi à réduire les risques de guerre civile, de violence. Dans beaucoup de pays de la région, l'injustice fait partie vraiment des éléments clés aujourd'hui qui expliquent le niveau de frustration et un peu d'élitement des sociétés. Et donc, on s'attend peut-être aussi à avoir peut-être une réflexion sur la manière de renforcer l'indépendance de la justice et la force, la crédibilité de la justice. Alors, la première chose que je vais mentionner, c'est que la définition même d'un modèle, c'est la simplification un peu de la réalité. Et donc, le modèle, par principe, essaye d'être aussi simple que possible. Et maintenant, évidemment, dans la mise en œuvre, les experts, moi y compris, vous y compris, dans beaucoup d'autres domaines, peuvent ensuite greffer à ce modèle simple-là d'autres volets importants de la vie publique. Donc, ça, c'est le tout premier élément. Et vous avez raison de mentionner le cas de la justice. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai évité un peu à dessein. Bien qu'ayant une maîtrise en droit, je ne me considère pas juriste. Donc, je suis resté dans mon couloir de politologue, de politiste. Et il appartient donc à ceux qui ont fait l'expérience de la pratique judiciaire de faire des propositions qui peuvent ensuite être greffées au modèle dans son ensemble. Puisque le modèle politique, disons, c'est l'architecture générale. Et ensuite, les autres démembrements, il faut que les spécialistes de ce secteur-là puissent justement trouver des formules bien pensées, cohérentes, qui peuvent être intégrées ensuite au modèle de façon générale. Pour revenir à la question principale des injustices qui peuvent être à la base des rébellions armées, ça fait partie intégrante de mes recherches et donc de Concentratie. Si vous vous souvenez, dans la diapo que j'ai, disons, partagée un peu plus tôt, j'ai parlé de deux effets, un effet direct et un effet indirect. Et j'ai mis l'accent sur l'effet indirect des institutions politiques à travers la qualité de la gouvernance. Et il y a aussi un effet, disons, direct, dont je n'ai pas parlé. Je vais voir si je peux retrouver très rapidement pour que chacun puisse avoir la même information que nous. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Donc, vous allez voir que les institutions de sélection des dirigeants et tout, comme j'ai mis là, ont un effet direct qui va passer par la droite là, et affecter, disons, les risques de guerre civile. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il peut arriver, en dehors de la malgouvernance, il peut arriver que d'autres phénomènes soient ou génèrent des rébellions ou des soulèvements contre l'État, et parfois même des soulèvements armés. Mais en l'absence d'un organe crédible qui puisse servir d'arbitre pour régler ces problèmes, on va avoir les risques de politisation, d'instrumentalisation et qui pourront ensuite aboutir à l'extrême, notamment à la violence politique. Et c'est un peu ce que vous avez décrit au départ. Et donc, c'est à la fois de prévenir les injustices, ça c'est le premier rôle qu'il est important de prendre en compte, prévenir les injustices, donc améliorer la gouvernance pour qu'il y ait moins d'injustices, mais aussi que faire quand il y a des injustices
qui émergent, comment faire pour qu'elles soient réglées et qu'elles ne puissent pas aboutir à la violence? C'est le deuxième problème, ou le deuxième élément de l'équation. Et donc, à travers l'OSR, Concentraci essaye donc de régler ou d'apporter des solutions à ces deux éléments de l'équation. Comment améliorer déjà la qualité de la gouvernance? C'est ce dont on a parlé jusqu'ici, à travers un organe qui puisse, disons, créer l'équilibre entre ce que produit le politique par essence et ce qui devrait être. Et donc, éviter les abus de pouvoir du politique. À travers, par exemple, je prends un exemple, le cas de l'allocation des ressources, le budget, l'OSR ferait partie du processus d'élaboration du budget national. L'OSR, à travers son pouvoir de sélection des membres de l'administration publique, fait en sorte que lorsque le politique dit « moi je veux nommer un directeur, disons, de la douane ou un directeur de la police nationale », il propose et l'OSR valide. Donc, le directeur de la police nationale, qui a été choisi avec le consentement de l'OSR, et qui sait aussi, puisque Concentraci le prévoit, qui sait aussi qu'il peut être démis de sa fonction de directeur de la police par l'OSR, sans même l'avis du pouvoir exécutif, ça veut dire que quelque part, ce directeur de la police nationale ne fera pas seulement les sales besognes du président de la République, parce qu'il sait, qu'il n'a pas été choisi par lui uniquement, mais il a été choisi pour sa compétence avec le consentement de l'OSR. Et qui peut à tout moment être démis par l'OSR. Les conditions sont un peu plus élaborées dans le livre, Concentraci, l'original, qui prévoit donc disons, cette réforme-là. Donc, du coup, vous aurez un directeur de la police nationale qui va être beaucoup plus enclin à respecter les règles de droits de l'homme qu'à faire les sales besognes du président de la République. Parce qu'il sait que le président de la République ne peut pas le démoger sans le consentement de l'OSR. Donc, il est protégé. Il ne va pas aller aux ailes qu'on connaît dans la plupart de nos pays. Et la même chose, c'est la même chose pour tous les autres organes publics, que ce soit les services de renseignement, que ce soit l'armée, que ce soit le trésor, le budget, que ce soit même la justice. Disons, le ministre de la Justice ou le procureur général, élus et ne pouvant être démis sans le consentement de l'OSR, vont adopter la même attitude. Donc, c'est pour ça que je parlais de Concentraci en termes d'architecture générale. Donc, même les membres de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême sont dans la même posture, puisque n'ayant pas été choisis exclusivement par le politique, mais plutôt avec le consentement d'un organe qui a un mandat à vie et qui est beaucoup plus enclin, disons, à la stabilité du pays et à d'autres choses. Donc, voilà un peu à ce niveau la prévention disons, des abus. Et donc, s'il y a prévention d'abus, il y aura moins d'injustices dont vous avez parlé. Mais il peut arriver que malgré tout ça, il y ait toujours des injustices. Que faire? Et à ce deuxième niveau, donc, c'est encore à l'OSCA que revient le droit, disons, de jouer à l'arbitrage politique ou sociopolitique dans le pays. Parce que la justice, parfois, peut se déclarer, comme je l'ai dit un peu plus tôt, incompétente. Si elle l'est, ben, le problème ne disparaît pas, le problème demeure. Et donc, l'OSCR s'en occuperait et serait, aux yeux donc, de ceux qui se sentent frustrés, un interlocuteur crédible, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en politique, ils ne vont pas les exploiter à des fins politiques. Donc, les deux camps, et le gouvernement, et donc, disons, le groupe de rébellion, si, ou le groupe frustré et tout, ou les individus frustrés, trouveraient en l'OSR un interlocuteur crédible pour pouvoir régler leurs différends et éviter d'aller à la violence. Merci beaucoup. Je crois qu'on retrouve sur l'idée de la sélection des responsables publics, je crois que c'est une idée qui est centrale. C'est un problème important, le choix des personnes. Et on retrouve aussi, d'ailleurs, une des recommandations, en tout cas des pistes d'action de Wati il y a quelques années sur la question des constitutions. On proposait effectivement un système un peu de filtre des nominations et qui fait penser justement aussi aux audiences de confirmation aux États-Unis, mais qui existent aussi dans d'autres pays. Mais quel serait disons, la différence entre des audiences de confirmation, par exemple, pour des hautes fonctions publiques
devant l'Assemblée nationale ou devant une commission de l'Assemblée nationale, par exemple, ce que vous proposez, où on a en fait le même mécanisme plutôt avec un rôle qui est joué plutôt par cet organe de régulation. Et est-ce que ce que je trouvais personnellement intéressant peut-être dans le système des audiences, c'est pas tellement le fait qu'on ait une commission qui valide la proposition de nommer le chef d'état-major des armées ou le directeur de la police, c'est aussi le fait que ce soit des personnes qui se soumettent finalement au questionnement sur leur parcours, sur leurs compétences, et que les journalistes peuvent faire des enquêtes, etc. Et donc, ça oblige dès le départ le président ou celui qui nomme à ne pas choisir n'importe qui. Je partage entièrement vos préoccupations. Les audiences de confirmation ce seraient les mêmes dans Concentratie, sauf que au lieu que ce soit devant une entité politique, ce serait devant une entité non politique. Et ça, c'est fondamental. Parce que tant que ces audiences se font par une entité politique, que ce soit le président, que ce soit le Parlement ou ses commissions, il y a toujours les risques de politisation. Toujours. Vous l'avez vu dernièrement aux États-Unis, ces audiences de confirmation, Trump a fait passer des juges de la Cour suprême qui n'étaient pas vraiment, pour certains, qualifiés, pour d'autres qui n'avaient pas les valeurs, disons, de l'américain moyen, mais plutôt de l'extrême droite, et qui sont passés. Et résultat, vous avez vu aujourd'hui, cette Cour est venue remettre en cause un certain nombre de choses. Donc, c'est ça la politisation, le risque de la politisation. Ça existe ici et ça existera partout. Donc, pour réduire ça, moi, je propose que ces audiences de confirmation ne se fassent pas par une entité politique, mais plutôt par une entité apolitique, notamment l'organe suprême de régulation, l'OSR. C'est très clair et je pense que c'est très intéressant parce qu'à nouveau, ça pousse effectivement à davantage de réflexion. Et je dois dire qu'effectivement, une des faiblesses de la proposition devant l'Assemblée nationale, c'est qu'en même temps, on se rend bien compte que les chances d'avoir des assemblées nationales composées des personnes, disons, qui ont effectivement les valeurs et l'engagement pour l'intérêt général qu'on souhaite, compte tenu de la compétition électorale, du contexte que vous avez souligné, pauvreté, achat de vote, etc., tout ce qui ressort finalement de ces élections reste quand même assez fragile. Et donc, je crois qu'on voit très bien la logique à nouveau qui guide cette proposition. Point important tout de même, la composition. Alors, je pense que vous le détaillez dans le texte, mais le rôle de cet organe est tellement important qu'on aimerait bien comprendre comment est-ce qu'on désignerait les membres de cet organe de régulation, surtout s'ils sont censés être désignés à vie. Extrêmement important, cet organe, et donc il doit être entouré de suffisamment de garde-fous. Parce que c'est le succès dans la sélection des membres de cet organe qui déterminera, disons, le succès du modèle Concentratie. Et donc, pour ça, les membres initiaux, les premiers membres de l'organe, il est proposé qu'ils soient choisis sur la base du consensus national à travers le processus de dialogue national dont je parlais tantôt. Donc, le processus qui aboutit ou qui aboutirait à obtenir un consensus sur les priorités de politique publique, les 6 mois ou combien de mois que ça prendrait, c'est le même processus, c'est à travers ce même processus que la société identifierait déjà des candidats à ce poste et par région, donc chaque région propose des candidats et au plan national, lors de la conférence nationale, les représentants à la conférence nationale des différentes régions valident donc la désignation des membres de sorte que s'il y a 9 régions ou 7 grandes régions dans le pays, on puisse avoir 7 membres, un issu de chaque région, ou 9 membres, un issu de chaque région, ou si c'est 5, ainsi de suite. Et c'est eux qui, donc, seraient les premiers membres. Si c'est fait à travers ce processus de dialogue qui a duré dans le temps et qui n'a pas été fondamentalement politique, mais beaucoup plus social, il est fort possible qu'on puisse obtenir, si ils sont 7, qu'on puisse obtenir, par exemple, tout au moins 5 qui soient vraiment des gens qui inspirent les valeurs que nous souhaitons qu'ils incarnent. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir la totalité des membres qui soient vraiment en chose. Parce que le fonctionnement ensuite
de l'institution exige que les décisions soient prises à une majorité inclusive. Donc, je suppose s'ils sont 7, par exemple, s'il y a 4 qui votent ou qui sont des gens de valeur, qui sont des gens de qualité et qui votent de façon consistante sur un certain nombre de choses, même s'il y a 2 corrompus, 1 corrompu, on peut encore s'en sortir. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir la totalité des membres qui soient vraiment d'une certaine valeur. Et le modèle, le mode de fonctionnement, le critère de l'inclusivité au moment des décisions aussi est fondamental. Un exemple, si vous avez 7 régions dans le pays, 2 au nord, 2 au centre et 3 au sud, et que les 3 membres du sud s'allient avec quelqu'un du centre pour toujours constamment voter en faveur d'un certain nombre de décisions, les décisions ne seraient pas valides parce qu'elles ne sont pas inclusives. Donc, dans les 4 membres, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un du nord, quelqu'un du centre, quelqu'un du sud. Ça, c'est un exemple où l'architecture ethno-géographique peut être décrite en termes de nord, sud et centre. D'autres pays peuvent avoir une autre configuration. C'est un exemple. Donc, vous voyez que quelque part aussi, ça incite les membres à une certaine coopération à l'interne parce qu'ils savent que les gens d'une même région ne peuvent pas s'allier pour prendre une décision au nom de l'institution. Il faut nécessairement qu'il y ait un membre par grande région, si vous voulez, dans le pays. Donc, tout ça aussi freine un peu les abus. Ça aussi, quelque part, induit, disons, l'unité nationale à long terme. Parce que si l'organe suprême de régulation, qui a le pouvoir, disons, de consentir à la nomination des hauts responsables d'organes, ça veut dire que chaque haut responsable d'organe qui est nommé sur consensus de membres qui viennent d'un peu partout du pays, pas forcément de sa région. Et donc, tout ça, quelque part, dans la politique mise en œuvre à long terme, il va se refléter moins de régionalisme et moins disons, de positions partisanes et autres. Donc, ça, c'est un des exemples du mode de fonctionnement de l'organe pour vraiment éviter ces abus et aussi éviter qu'un individu au sein de l'OSR ne devienne tout puissant et puisse s'imposer aux autres parce qu'avec la règle de l'inclusivité, de la majorité inclusive, ça veut dire que toute décision de l'organe est une décision suffisamment mûrie, suffisamment discutée et qui obtienne l'adhésion de gens de diverses régions du pays, de régions parfois opposées du pays. Et donc, c'est un élément fondamental. Comme vous l'avez dit, l'article mentionne beaucoup plus d'autres critères, mais pour être bref, voilà un peu le résumé que je peux faire. Merci beaucoup. Je pense que là encore, ça va susciter, je pense, des réflexions additionnelles, mais c'est clair qu'on voit très bien le fait de penser, d'anticiper à nouveau les difficultés et de penser dès le départ à tenir compte aussi de chaque environnement socioculturel pour générer un organe qui soit crédible. Mais je crois que ce besoin de crédibilité, d'une sorte de conseil des sages, parce que c'est un peu en réalité ce que vous proposez, est absolument nécessaire et je crois que c'est extrêmement pertinent. Alors, et puis, oui. Donc, si vous permettez, ça, c'était pour les membres de l'organe initial. Il peut arriver donc qu'un membre décède, qu'un membre démissionne ou qu'un membre soit démis parce qu'il est prévu aussi, ou destitué. Il y a prévu aussi un processus de destitution. Et donc, une fois destitué ou décédé ou quand il démissionne, il faut remplacer ce membre-là par quelqu'un d'autre. Et là aussi, le processus est fait de telle sorte que on ne puisse pas instrumentaliser le processus, en tout cas qu'il y a moins de risques d'instrumentalisation. Un exemple pour étayer ce que je dis, lorsqu'un membre doit être remplacé et qu'il est d'une région X, donc ce sont, disons, les maires de cette région-là qui, disons, valideraient la proposition faite par les autres membres vivants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les candidats au poste vacant sont proposés par les autres membres de l'organe. Et donc, on veut remplacer un membre d'une région X, ce sont les membres des autres régions, les membres de l'OSR des autres régions qui proposent des candidats. Donc, chaque membre vient avec une liste de candidats dans un conclave secret, et ce sont les maires des régions concernées qui viennent et qui choisissent parmi les candidats à eux proposés par les autres membres. Donc, ça évite qu'une tierce personne
que ce soit le président, que ce soit les membres du Parlement, que ce soit même des puissances étrangères, ne prennent en otage le processus de désignation du nouveau membre. Et ça, c'est important. Il faut garder cela à l'esprit. Ce sont de petits détails, mais qui ont des impacts très importants parce que c'est à travers ces processus de sélection que, généralement, les puissances étrangères et, disons, les centres de pouvoir économique essaient de prendre en otage les différents systèmes politiques. Merci, Pierre. C'est très important de souligner que les détails, en fait, ne sont pas des détails, ce sont eux qui font en réalité, définissent les chances finalement qu'un modèle soit atteint ses objectifs ou pas. Et donc, c'est extrêmement important. Alors, je vais relayer peut-être déjà, donc, je crois qu'il y avait une question, bon, je dirais quasiment inévitable, hein, entre le choix entre un modèle démocratique ou un modèle autocratique, quel serait le meilleur? Est-ce que votre avis, c'est un modèle à la Singapour? Et donc, il y a voilà, un des intervenants, donc M. Alain Secler, qui posait cette question depuis le départ. Et je dois dire que dans votre texte, vous faites attention à ne pas beaucoup parler de démocratie, à ne pas beaucoup qualifier finalement le modèle lui-même. Peut-être, voilà, est-ce qu'il y a une raison à cela et comment est-ce qu'on pourrait situer le modèle consacratie dans ce débat entre démocratie et... Alors, voyez-vous, c'est une question, comme vous l'avez dit, que je reçois souvent, mais qui est, que j'ai pris le soin d'éviter, pas éviter en tant que tel, mais le thème démocratie peut en fait signifier beaucoup de choses. Et donc, j'évite à dessein d'employer ce terme quand il s'agit de parler de modèle politique. L'autre chose aussi, j'évite de m'enfermer un peu dans ce choix binaire que nous mettons souvent en avant, c'est ou démocratie ou autocratie. On n'est pas obligé de s'enfermer dans ce choix binaire. Parce que la démocratie, fondamentalement, comme j'ai dit, c'est un concept assez élastique et qui peut signifier beaucoup de choses. Donc, à moins de nous entendre sur ce que nous entendons exactement par démocratie, je ne pourrais pas répondre de façon fondamentale. Donc, ça, c'est moi parce que la démocratie peut signifier beaucoup de choses. Mais dans ce que moi, je présente, je considère disons, les libertés publiques, par exemple, les droits de l'homme, les libertés publiques, comme un choix de politique publique. Donc, dans les priorités de politique publique dont je parlais tantôt, le respect donc, des droits de l'homme, c'est un choix fondamental. Et si la société, lors de son consensus national, fait ce choix, ça veut dire que l'OSR a le devoir de protéger ce choix. Donc, dans Consacratie, il est important, si la société veut une société de liberté et de droits de l'homme, que l'OSR soit choisi, les membres de l'OSR soient choisis en fonction de leurs préférences ou de leur penchant pour ce type de valeurs. Et ça, c'est important. Et ensuite, la démocratie, ce n'est pas seulement les libertés civiles, publiques, ça peut aussi être, disons, défini par rapport au mode de sélection des dirigeants. Et comme vous constatez, Consacratie se penche beaucoup plus sur le mode de désignation des dirigeants et de gouvernance par la suite. Et donc, ce mode de sélection, comme vous voyez, est suffisamment inclusif et, disons, peut être caractérisé de démocratique, si vous voulez. Mais là, moi, je mets toujours le terme majorité inclusive et c'est ça qui fait la différence avec la majorité absolue qu'on connaît dans les démocraties classiques. Voyez-vous. Donc, ça, c'est une différence. Et j'insiste pour dire à l'auteur de la question qu'il est important de ne pas s'enfermer dans ce choix binaire en démocratie et autocratie. Autrement, on ne va pas trouver des solutions vraiment qui soient acceptées par tous. Il faut prendre du recul et avoir des discussions qui s'éloignent un peu de ces caractérisations vraiment binaires. L'autre chose que l'auteur de la question a mentionné qui est important aussi, c'est le cas du Singapour. En 2000, disons, le mot consacratie, je croyais l'avoir conçu en 2016 parce que j'étais au Bénin quand j'ai rédigé le livre Consacratie.
Et un an plus tard, quand je suis retourné pour finir ma thèse, j'ai voulu chercher l'équivalent en anglais, parce que quand j'avais cherché en français sur le net, il n'y avait pas de retour. Donc, je croyais l'avoir inventé. Et donc, en 2017, un an plus tard, je fais cette recherche-là sur Google et je me rends compte que le terme concentration en anglais existait. Et quand j'ai fouillé, j'ai vu qu'en fait, il y avait un chercheur taïwanais qui vivait au Singapour, qui l'avait utilisé déjà dans les années 70, dans un de ses livres, pour caractériser le modèle singapourien. Et c'est dans une phrase, le mot est apparu dans une phrase dans le livre. Et il dit qu'en fait, le Singapour, le modèle singapourien, et ça, il disait ça dans les années 70, donc juste quelques années après l'indépendance du Singapour, pour dire que le modèle que le Singapour était en train de choisir, sur la base du consensus, mais qui adopte certaines institutions occidentales, telles que disons, le modèle du droit et de l'état de droit et tout ça, que ça, c'est le modèle occidental qui était fondamental pour la gestion de la cité, mais aussi la mise en œuvre du consensus comme mode opératoire pour les prises de décision. Donc, c'est comme ça qu'il avait caractérisé. Il a pris l'exemple du Singapour. Et un autre chercheur a répondu pour lui dire, un Australien, pour lui dire non, que c'était un mauvais choix, ce modèle-là, parce qu'il fallait le modèle démocratique australien. Alors, quand vous venez 40 ans, 50 ans après, vous voyez le niveau où le Singapour est, le niveau où l'Australie est. Je crois que fondamentalement, sur beaucoup de plans, quand même, les deux pays se ressemblent. Parfois même, le Singapour est passé devant l'Australie. Maintenant, sur le plan des libertés civiles, par contre, vous allez voir que l'Australie, évidemment, sera un exemple beaucoup plus enviable que le Singapour. C'est pour ça que je disais tantôt, il est important de séparer. Donc, le Singapour a produit des résultats spectaculaires sur beaucoup de plans, mais sur le plan disons, des libertés civiles et publiques, peut-être pas autant. Et comme je dis, il revient à chaque société de définir par consensus ce qui est prioritaire pour eux. Et donc, j'évite de vraiment prendre part dans ce débat en tant que scientifique. En tant que citoyen, évidemment, je suis pour les libertés publiques, j'adore les libertés. Ancien officier devenu chercheur, vous comprenez que, bon, voilà, ça n'a pas eu lieu si je n'étais pas épris de liberté. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, sur Singapour, peut-être que on pourrait se poser la question, est-ce qu'il s'agissait d'un consensus? Enfin, tout dépend effectivement de ce qu'on met dans le consensus, puisqu'on a quand même une prise de décision, voilà, par un chef quand même qui a une vision très, très claire. Est-ce qu'elle est partagée par l'ensemble de la société ou par une partie dominante? C'est toujours extrêmement compliqué de le caractériser, mais c'est clair que c'est intéressant de souligner en tout cas l'importance de regarder des modes de gouvernance donnés et peut-être aussi les avantages et les inconvénients quasiment inévitables de chaque choix. Je crois qu'il y a une autre question sur l'expérience guinéenne. Je pense qu'il y a évidemment la Guinée qui a lancé un programme de dialogue national, bon, qui est assez controversé. Il y a, je pense, beaucoup de tensions en ce moment sur l'orientation de la transition. Je crois que donc M. Mamadou Daman demandait quelles recommandations vous pourriez donner aux autorités guinéennes actuelles pour une sortie définitive de crise. Bon, c'est une vaste question. J'imagine que l'adoption du modèle de consécratie, c'est la recommandation principale, mais je vous laisse quand même peut-être dire un mot. Est-ce que par rapport à ce type de transition, dans votre présentation au tout début, vous montriez, je pense, quelque chose d'intéressant, c'est que le même modèle politique n'a pas nécessairement les mêmes effets à tout moment. Et donc, il faut tenir compte de la trajectoire historique et dans la trajectoire de pays comme la Guinée qui ont connu des régimes autoritaires, des régimes militaires, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'un modèle comme celui que vous proposez peut être mis en œuvre? Ou est-ce qu'il y a des éléments de ce modèle qui peuvent être plus facilement intégrés dans ce dont les personnes ont un peu l'habitude déjà? Comme vous l'avez dit, c'est une question assez complexe. L'élément important, c'est que tout dépend de l'environnement, tout dépend du contexte du pays. Le cas de la Guinée, ça va être un peu complexe. Mais déjà, l'article auquel vous avez fait référence un peu plus tôt décrit déjà en relativement grand détail le processus que pourrait adopter un pays comme la Guinée, qui est dans un contexte post-coup d'État.
Parce que, comme j'ai dit, concentration va varier d'un contexte à l'autre. Dans le cas de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, pour citer ceux de l'Afrique de l'Ouest, ils sont dans un contexte post-coup d'État. Et donc, l'article a été conçu spécifiquement pour ce contexte. Et donc, ce qui est proposé dans l'article, c'est de travailler à obtenir un consensus. Ça devrait être la première priorité de ces régimes. Maintenant, la difficulté, c'est toujours de savoir le régime est venu au pouvoir, dans quel but, dans quelles conditions, avec quelle ambition et tout ça. Et donc, indépendamment de tout ça, il revient aussi aux Guinéens ou Guinéennes de comprendre qu'il s'agit d'une opportunité pour eux pour exiger quelque chose. Et ça, c'est pour tous les autres pays. Parce que concentration ne peut pas, en tant que modèle, ne pourra pas être effectivement mise en œuvre s'il n'y a pas une certaine pression populaire, s'il n'y a pas un certain engouement pour les citoyens, pour les organisations de la société civile et autres. Le politique, fondamentalement, n'a pas intérêt à mettre en œuvre un modèle comme concentration. Ça, c'est l'éléphant dans la salle, comme on dit chez nous ici, qu'il faut adresser. Moi, j'en suis conscient et je l'ai entendu, je l'ai vu à plusieurs niveaux. Ils n'ont pas fondamentalement intérêt à mettre en œuvre un modèle comme concentration parce que ça limiterait leur marge de manœuvre. Ceux qui financent les politiques n'ont pas aussi intérêt à mettre un modèle comme concentration en place. Donc, ce qui reste, c'est les citoyens, c'est les organisations de la société civile. Donc, pour le cas de la Guinée, c'est d'exiger un processus qui puisse aboutir à la mise en place du modèle, mais un processus qui soit aussi inclusif que je l'ai mentionné dedans. Donc, tout part du processus de la recherche du consensus pour définir les priorités publiques et pour définir le nouveau modèle politique à mettre en place. Donc, le travail que moi j'ai fait, c'est de simplifier, disons, ou ma démarche a consisté à simplifier un peu les questions auxquelles les gens auraient à répondre pendant un processus de consensus, tout au moins pour les modèles politiques. Et donc, si ça au moins c'est réglé, le débat peut avoir lieu autour de ce modèle ou d'autres, mais aussi autour d'autres idées sur notamment les secteurs du développement économique et tout le reste. Donc, ce processus-là doit être, disons, suffisamment global, suffisamment, disons, intégral et inclusif. Donc, pour la Guinée, à moins d'être, si j'étais consultant direct et qu'on m'exposait le contexte guinéen en détail, je pourrais apporter disons, des propositions précises pour faire face aux réalités guinéennes. Donc, dans le contexte actuel, là, je suis obligé d'être un peu général parce que, comme on l'a dit tous les deux, le contexte va être vraiment déterminant. Tout à fait, mais je crois qu'à nouveau, les orientations, la logique, les objectifs qui sont fixés par le modèle sont en eux-mêmes, je pense, pertinents de manière générale dans tous les contextes. C'est ensuite l'adaptation précise, effectivement, qui doit dépendre de la connaissance intime de chaque contexte. Donc, je crois que peut-être la recommandation, c'est pour les Guinéens d'aller voir, en tout cas d'aller lire ce document et je crois que on a mis le lien donc vers les publications donc sous forme d'articles en plusieurs parties qui sont sur le site de Wati et donc que vous pourrez aller voir également. Peut-être je vais voir s'il y a une autre dernière question du côté des participants. Merci de vous manifester maintenant. S'il y a une question pour le docteur Kodjo avant la conclusion de cet échange. Oui, alors oui, je vois qu'il y a effectivement deux autres questions et on va essayer de finir avec ces questions-là puisqu'on est déjà à 17h36, heure de Dakar. Alors, une question de Sering Bodge qui demande quels sont les risques consubstantiels et les limites objectives que vous avez identifiées pour ce modèle de concentration. Je souligne qu'effectivement, dans une partie de l'article, d'ailleurs, vous avez anticipé aussi un peu les réponses, les critiques qui peuvent être formulées sur le modèle. Mais peut-être juste un petit mot là-dessus, quels sont les risques
peut-être de ce modèle-là et les limites objectives que vous avez identifiées? Alors, le premier risque que je mentionnerai ici, c'est au niveau du choix des membres de l'OSCE. Je l'avais souligné un peu plus tôt. C'est à ce niveau, si le système va être pris en otage ou s'il va fonctionner de façon autonome et efficace, c'est à ce niveau que ce sera déterminé. Et donc, le risque, comme j'ai dit, pour ceux qui tentent toujours de prendre en otage tous les systèmes politiques, parce que c'est à travers ça qu'on peut contrôler une société. Et donc, ils vont tout mettre en œuvre, ils mettraient tout en œuvre pour contrôler le processus de désignation des membres de l'OSCE. Et donc, si l'ensemble de la société n'est pas suffisamment vigilante et ne s'implique pas suffisamment, et que des membres sont installés au sein de l'OSCE qui ne soient pas vraiment portés vers l'intérêt général, et donc ça veut dire que tout le modèle prendrait un grand coup. C'est vrai que le modèle a prévu aussi disons, des conditions de destitution de membres, comme j'ai dit un peu plus tôt. En fonction du contexte, pour destituer, j'ai proposé par exemple qu'on implique la société de façon générale, peut-être les membres de la diaspora, et voilà. Donc chaque société peut voir en fait quelle est l'entité qui enclenche ou qui déclenche le processus de destitution. Et généralement, comme j'ai dit, le choix final du remplaçant sera fait toujours sur proposition des membres vivants ou restants et les maires de la région. Donc, pour dire que le processus de désignation des membres du l'OASC est fondamental et c'est à ce niveau qu'il y a de grands risques et qu'il est important pour l'ensemble de la société de s'impliquer dans la désignation parce que là, ça se fait une fois et puis c'est sur une longue durée, c'est jusqu'à la mort du membre. Voilà. Donc, c'est une fois en 20 ans peut-être qu'on aura changé le membre en question, s'il vient. Et puis là aussi, l'autre chose aussi que je n'ai pas mentionné, les membres de l'OSCE, j'ai proposé que ce soit des gens d'un certain âge. Par exemple, qu'on donne une limite d'âge minimum pour être membre, pour dire 60 ans, 50, 65 ans ou pas. De sorte que s'il vient à 60 ans, il a une certaine expérience acquise, mais aussi, on sait qu'il ne va pas rester trop longtemps parce que plus il dure, moins on a des chances voilà, qu'il reste conforme à ses valeurs de départ. Donc, on prend tout ça en compte pour pouvoir mettre en place cet aspect-là. Mais le risque demeure. Et c'est vrai, j'ai mis quelques garde-fous, mais la réflexion doit être approfondie, comme vous l'avez dit, pour continuer à mettre autant de garde-fous que possible pour éviter justement que le système ne soit pris en otage. Donc, essentiellement, c'est le point focal en matière de risk management qu'il faudra prendre en compte. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière, je ne vais pas vous demander de répondre à celle sur le Mali, pas qu'elle ne soit pas importante, mais je pense que la réponse donnée à la question dans le cadre de la transition à Guinée, elle est valable également pour le Mali et ça me permet vraiment de rappeler que dans ces processus-là, je crois que le message le plus fort, c'est qu'il faut travailler, il faut aller rechercher ce qui existe et il y a énormément d'idées qui sont sur la table et qu'il faut prendre le temps et que les commissions qui sont en charge du travail d'élaboration d'une constitution doivent vraiment prendre le temps et surtout travailler de manière assez créative et ouverte. Et je crois que les idées aujourd'hui discutées avec le docteur Kodjo permettront à toutes les personnes impliquées, mais aussi aux citoyens de manière générale, de prendre position et peut-être de pousser à un certain nombre de réformes. Donc, la dernière question, c'est plutôt sur la souveraineté. Bon, je vous donnerai l'occasion de toute façon de rebondir là-dessus si vous avez un mot là-dessus sur le Mali. Il y avait une question sur la place que le modèle consacre aux questions de souveraineté, aux leviers de souveraineté, la monnaie, l'économie, aliments, diplomatie, sachant que ces questions effectivement de souveraineté sont aujourd'hui très présentes dans le débat public en Afrique, une revendication de souveraineté. Est-ce qu'il y a des éléments un peu qui vont renforcer la souveraineté, si je comprends bien la question, dans le modèle que vous proposez? Merci. Je vais très rapidement rebondir sur la question précédente avant de revenir à celle-ci.
Alors, le cas du Mali, de la Guinée, du Burkina, tous les pays post-coup d'État, j'en parle largement dans l'article qu'on a mentionné un peu plus tôt. Ce qu'il faut garder à l'esprit pour tous ces trois pays et pour beaucoup d'autres pays qui sont à la recherche de réformes politiques, il faut éviter de commettre les mêmes erreurs que nous avons commises depuis les indépendances. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Gilles, c'est que nous avons tendance toujours à aller directement à la modification de la Constitution. Nous mettons la charrue avant les bœufs et ce n'est pas normal. Il faut une réflexion d'abord. Parce que la Constitution, c'est un document, c'est qu'un document. Et donc, on a recours aux juristes pour rédiger ce document parce que le juriste connaît mieux le langage juridique qui pourrait être mis dans la Constitution pour qu'il y ait moins de contestations possibles, pour qu'il y ait moins de... voilà, que ce soit compris de tous. C'est essentiellement tout. Et donc, le juriste, quand on lui confie la rédaction de la Constitution, je dis c'est une grande erreur. Il faut d'abord qu'on s'entende au plan économique. Quels sont nos choix? Quelles sont nos exigences? Quel est le système que nous mettons en place? Au plan politique, c'est la même chose. Au plan des valeurs, c'est quoi? C'est quand on a défini tout ça qu'on demande aux juristes, aux constitutionnalistes, transcrivez-nous tout ceci dans un langage juridique dans la Constitution, que ce soit suffisamment clair et qu'il y ait moins d'incompréhension possible. C'est tout. Donc, je dois le dire, je suis désolé pour tous mes amis, tous mes collègues constitutionnalistes, s'ils sont honnêtes, ils doivent nous dire c'est essentiellement ça leur rôle. Et donc, nous sautons la première étape et généralement, nous disons aux constitutionnalistes, allez, formulez-nous une constitution, mais sur la base de quoi? Et donc, ils vont aller copier généralement ce qui existe ailleurs. Alors que la réflexion préalable qui devrait avoir eu lieu pour dire ce qui se fait ailleurs dans le contexte qui est le nôtre, voici comment il faut l'améliorer, voici comment les amendements à faire, et voici finalement ce qui est propice à notre contexte, et c'est ce que vous devez mettre dans la Constitution. Parce qu'eux, ils ne sont pas équipés pour faire tout ce travail. Je vous ai montré, dans mon cas, ça m'a pris bientôt 10 ans que je travaille en utilisant les méthodes de recherche en sciences politiques. Le constitutionnaliste, par essence, n'a pas accès à ces données. Le constitutionnaliste, par essence, ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son pouvoir. Et donc, s'il n'est pas suffisamment humble pour s'appuyer sur les travaux des autres, alors il va mettre en place une constitution qui ne tienne pas compte de tout ce qui a été produit comme recherche dans ces domaines. Et il n'est pas non plus économiste pour mettre en place les règles, les décisions économiques qu'il faut, tout ça, les coûts des comptes, il faut un travail en amont. Et donc, ça, c'est important pour le cas du Mali et tous les autres pays. Si vous voyez vos gouvernants mettre en place des commissions, et c'est essentiellement que des constitutionnalistes, soyez vraiment, soyez clairs que c'est une erreur. Et moi, je le dis ici, j'ai beaucoup d'amis pour qui j'ai beaucoup de respect, mais leur travail, leur pouvoir reste la rédaction de la Constitution, pas la conception de ce qui doit être dans la Constitution. Le deuxième point qui est important, enfin, la deuxième question, si je vais essayer de me rappeler, ou peut-être que Gilles va m'aider là. Souveraineté. Alors là, je vais m'adresser à mes amis panafricains. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure pour mes amis constitutionnalistes, pour les panafricanistes aussi, il y a un travail en amont qui doit se faire. Il y a un travail en amont. Parce que depuis les indépendances, les idées de panafricanisme qui émergent où on veut aider à protéger la souveraineté des pays africains, tout ça, ça a toujours existé. Nous avons eu beaucoup de présidents, beaucoup d'hommes politiques, acteurs politiques qui ont voulu. Donc, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a des freins, il y a des obstacles. Et donc, les études doivent pouvoir, disons, mettre en exergue ces obstacles et apporter des solutions. Et donc, moi, j'ai pris en compte cet aspect. Et dans Concentratie, c'est essentiellement le rôle de l'OSR, d'être le gardien de la souveraineté. Parce que les politiciens, les acteurs politiques élus ne peuvent pas servir de gardiens de la souveraineté. Souvenez-vous, on a dit, pour arriver au pouvoir, ils sont obligés d'aller se lier les mains dans certains centres. Ça, c'est la réalité. Parce que je ne connais pas beaucoup d'acteurs politiques qui ont des milliards dans leur compte bancaire pour pouvoir investir dans une élection. Donc, forcément, ils sont obligés
d'aller faire appel à des donateurs, d'aller faire appel à ci et ça, ils se lient les mains. Et donc, vous ne pouvez pas attendre d'eux, de façon objective, qu'une fois élus, qu'ils protègent la souveraineté du pays. Ce serait vraiment, voilà, excusez-moi le terme, très naïf. Et donc, il faut changer le système de désignation, de sélection des dirigeants politiques, et ça, c'est ce que Concentraci fait, pour réduire un peu les risques de pression extérieure, mais aussi mettre en place un organe qui pourra servir de gardien du temple. Et dans le modèle Concentraci, par exemple, aucun contrat, quand vous avez un pays qui a des ressources minières, aucun contrat ne peut être passé par un gouvernement avec des compagnies extérieures ou d'autres gouvernements sans le consentement de l'OSR. Et souvenons-nous, l'OSR ne va pas à des élections. Les membres de l'OSR sont habillés. Donc, excusez-moi le terme, ils n'ont que foutre d'un peu de, voilà, de ce que pensent tous les centres d'intérêt économique. Enfin, dans la société, ils seraient beaucoup plus en position de résister que le dirigeant élu ou qui doit être réélu et qui nécessite donc l'appui de ces puissances étrangères. Donc, en fait, si quelqu'un lit Concentraci, il lit entre les lignes, il verra que le modèle, en fait, par rapport à l'existant, c'est celui qui produit le plus de garde-fous pour protéger la souveraineté. Les questions monétaires ne peuvent pas être débattues, vous l'avez constaté vous-même, nos gouvernants ne sont pas suffisamment autonomes et puissants pour débattre des questions monétaires de façon souveraine. Parce que, un, celui qui a été élu est redevable, et deux, il pense aussi à sa réélection, il ne peut pas y arriver sans l'appui d'un certain nombre de centres d'intérêt, de compagnies qui bénéficient du système statu quo, du système actuel. Et donc, il faut prendre tout ça dans la réflexion, prendre ça en compte dans la réflexion et se dire, il faut, dans le modèle politique, y mettre un garde-fou, un garant, qui puisse tout au moins servir d'organe de résistance, si vous voulez. Donc, pour les panafricanistes, et puis de souveraineté, les questions de souveraineté monétaire sur tous les plans, c'est ça la réalité. Les modèles actuels ne permettent pas à nos dirigeants de résister de façon efficace à la pression extérieure pure et simple. C'est comme ça. Il faut être réaliste, il faut le comprendre ainsi. Et donc, l'alternative, ce n'est pas de changer les dirigeants nécessairement, mais c'est plutôt de mettre en place des organes qui puissent permettre aux futurs dirigeants de mieux résister et d'avoir un appui derrière eux quand il s'agit vraiment de faire face à ces pressions. Merci beaucoup. Alors, je m'en voudrais de ne pas repercuter la toute dernière question. J'en prendrai pas d'autres, mais très rapidement. Mais je crois que ça va être une réponse rapide de votre part. Quelqu'un qui dit que vous n'évoquez pas notamment la société civile. Et donc, cette personne pense que ces acteurs de la société civile sont les mieux placés pour jouer le rôle justement de garde-fou, j'imagine, de contrôle, avec des exigences d'impartialité et de neutralité. Mais je me permets de commencer à répondre à votre place. Je crois que les membres de l'OSR, probablement viennent de la société civile, hein, selon l'acception qu'on peut avoir de la société civile. Et je vous laisse compléter la réponse. Alors, Gilles, vous êtes dans le domaine de la société, enfin, vous êtes un acteur, on peut vous considérer comme un acteur de la société civile. Vous comprenez mieux que moi les réalités, les moyens financiers nécessaires pour faire fonctionner une organisation de la société civile. Ce n'est pas quelque chose de petit. Et qui finance les organisations de la société civile dans les, disons, dans les pays africains? Qui les finance? Et donc, si vous prenez les pays occidentaux, un think tank, une organisation de lutte contre la mauvaise gouvernance, tout ça, ce sont les citoyens qui financent. Et donc, ces organisations, quelque part aussi, sont redevables aux citoyens. Dans les pays africains, qui finance? Qui finance? C'est la question que l'auteur de la question doit se poser. Et donc, du coup, celui qui finance, c'est lui qui va dicter un peu ce qui va se passer au niveau des organisations de la société civile. Donc, si les citoyens africains ne financent pas leurs organisations de la société civile, parce qu'ils n'en ont d'ailleurs pas les moyens, je crois qu'il serait un peu naïf de croire que ceux qui financent ces sociétés les financent simplement pour qu'ils ils servent de gardiens de la souveraineté nationale.
Donc ça, c'est un problème fondamental. C'est un problème fondamental. Il faut avoir le courage de faire face à ces réalités. C'est vrai, de façon idéale, oui, mais le contexte africain est différent du contexte occidental. Si vous avez une organisation non gouvernementale au Togo, au Sénégal, combien de Sénégalais ou de Togolais contribuent de leur salaire pour le fonctionnement de cette société, de cette organisation? Mais si c'est un entrepreneur sénégalais, si c'est un homme politique qui finance, bien évidemment, vous ne pouvez pas attendre que cette organisation fasse vraiment le travail du citoyen. Donc, c'est ça la réalité de nos sociétés qu'il faut prendre en compte. C'est le contexte socio-économique, sociologique et tout ça qui influe aussi sur le fonctionnement des organisations de la société civile. Donc, dans le contexte actuel, ces organisations, pour la plupart, ne peuvent pas être ou servir de gardiens. D'ailleurs, si c'était le cas, on ne saurait pas où on est actuellement parce qu'elles auraient joué ce rôle de gardien tout ce temps. Mais elles n'y arrivent pas parce qu'elles sont dépendantes de beaucoup de centres d'intérêt pour leur fonctionnement, y compris les dirigeants politiques. Ça, c'est la question claire. Comme j'ai dit, moi, je suis président d'une petite ONG qui vient de démarrer et je sais comment c'est difficile de faire fonctionner quelque chose du genre. Même au niveau local, quand vous demandez à quelqu'un, nous avons un programme de mentorat, nous choisissons un mentor local pour servir de mentor à un élève du secondaire. Il dit, ah, vraiment, comment lui va laisser ses enfants pour aller s'occuper des enfants des autres? Bon, donc quand le citoyen n'est pas prêt à investir son temps, son argent pour la veille citoyenne, n'attendez pas que les organisations de veille citoyenne puissent aller courir, se faire financer et, disons, laisser l'intérêt de ceux qui les financent pour venir se battre pour la souveraineté. Ce serait vraiment pas réaliste. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, Gilles, mais moi, je parle vraiment en termes de réalisme. Non, je suis totalement d'accord avec vous. En fait, vous tendez même une perche puisque vous direz une organisation de la société civile, échelle Bénin, effectivement, et du côté de Wati, bien entendu, on est tout à fait conscient de cette difficulté, justement. Et je crois que ça nous permet justement de rappeler à tout le monde que les think tanks qui animent le débat public et ont l'ambition de le faire de manière autonome, dans la région ont besoin du soutien des citoyens et de toutes les formes de soutien, y compris du soutien financier. Donc, il est très clair que nos organisations ne seront autonomes dans leur réflexion et dans leurs actions que en diversifiant leurs sources de financement et en s'appuyant sur du financement africain. Je crois que nous ne devons pas renoncer à cela en considérant que c'est impossible et en fait, il y a des gens qui ont des ressources. Donc, je crois que c'est pas seulement une question de ressources, c'est une question effectivement de biens publics et d'engagement pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Je crois qu'on va donc conclure maintenant ce dialogue de Wati. Je voudrais vraiment vous remercier, Dr. Kojo, pour le temps, pour la clarté de ces échanges, de ces clarifications, pour la précision de l'analyse et pour cette contribution que je pense être majeure à la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui dans tous les pays de la région, pas seulement les pays post-coup d'État, sur nos institutions politiques. Je crois que vous l'avez rappelé, les constitutions, c'est d'abord, ce sont des valeurs, c'est bien au-delà des institutions politiques et bien au-delà, bien sûr, des cadres juridiques. Et je crois que c'est pour ça que ce type de discussion est absolument important. Je conclurai également en remerciant toutes celles et tous ceux qui se sont joints à nous. Je crois que j'espère que beaucoup d'autres pourront ensuite visionner cet échange sur YouTube, notamment sur la chaîne de YouTube de Wati et sur Facebook aussi. Je crois à nouveau que beaucoup devraient le faire parce que ce sont des échanges qui ont été, je pense, très riches et très utiles. Je rappelle également que sur ces questions qui nous passionnent, je dois dire, à Wati, on a publié un mataki sur les constitutions en Afrique de l'Ouest déjà il y a quelques années. On rappelle régulièrement les pistes d'action. D'ailleurs, on retrouve beaucoup d'éléments communs avec les propositions de modèle Consacraci. On a publié plus récemment un mataki sur les leçons de la COVID-19 pour la gouvernance politique, mais en fait, c'est un prolongement de la réflexion sur les institutions, puisque cette pandémie a montré aussi
justement un certain nombre de besoins de refonder la gouvernance politique. Et je rappelle également que depuis quelques semaines, je partage sur mes pages Facebook et LinkedIn justement certains extraits de publications sur ces questions de révision constitutionnelle pour aider, on l'espère, les personnes qui travaillent au Mali, par exemple, ou en Guinée aujourd'hui, à avoir des idées, à aller au moins s'intéresser à ce qui se fait. Et bientôt, on va partager aussi des extraits des constitutions du Botswana et d'Afrique du Sud, où je trouve qu'il y a énormément d'éléments intéressants qui peuvent enrichir également la réflexion sur l'élaboration des constitutions. Deux autres annonces, la newsletter de Wati vous permet d'avoir toutes les publications du site de Wati, mais aussi de nos sites pays, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo, et un site dédié à l'état de droit en Afrique. Vous pouvez partager largement l'information sur le site et sur nos publications dans vos réseaux. C'est ce qu'on essaie de faire à Wati, c'est de disséminer les connaissances le plus largement possible. Et je vous signale aussi qu'on a désormais un podcast, Les Voix de Wati, qui est accessible sur toutes les plateformes de podcast, quel que soit votre téléphone mobile, Spotify, etc., SoundCloud. Vous pouvez également avoir donc toutes les semaines un nouvel épisode des Voix de Wati avec des membres de l'équipe qui partagent une partie de nos activités, de nos publications en version audio. Merci à toutes et à tous. Merci, Dr. Kodjo, à nouveau. Et je pense qu'on va évidemment poursuivre ces échanges. Et bien sûr, j'invite tout le monde à aller lire aussi l'article parce que c'est là où on a tous les détails sur votre travail. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à Wati et disons à très bientôt. À très bientôt. Excellente fin de journée partout où vous êtes.